Donc voilà. Vous avez noté que techniquement, il n'y a rien qui va. Et donc on va faire un petit coup en arrière de nouveau hein, pour afficher le bon titre quand même. D comme Docker, c'est Sébastien. Docker plus gratuit. Il faut rappeler aux néophytes ce qu'est Docker aussi hein, par la même occasion. J'ai beaucoup de pensées, de sympathie pour toi, Marc, qui va passer ta nuit à faire du montage vidéo. Pour non, ça, je vais pas m'amuser à ça. Je vais faire du code aussi, par contre. Alors, Docker, c'est un système de containers. Il y a quelques années, quand je développais des applications avec une équipe au sein d'une grande banque, par exemple, et que l'application était prête à passer en production, on produisait un binaire de l'application et on la donnait à une autre équipe, l'équipe chargée de l'exploitation, qui devait l'installer sur les machines finale dite de production. Et évidemment, un binaire développé sur ma machine, ça marche jamais quand on le met sur la machine de quelqu'un d'autre, parce que les fichiers de configuration ne sont pas à la même place, parce que la configuration réseau n'est pas la même, il peut y avoir des crashs très évidents, le truc ne démarre pas, et puis il peut y avoir des trucs très subtils qu'on découvre uniquement avec le temps. Donc comment est-ce que l'industrie informatique a résolu ça? En déployant des applications non plus en standalone comme ça, je vous donne un fichier, mais en les mettant dans un container. Et l'image du container, le nom container va vraiment bien. Imaginez les porte-containers qui transportent des marchandises, c'est exactement la même chose. On met l'application dans un container avec tout ce qu'elle a besoin pour fonctionner, les fichiers, les dépendances, les fichiers de configuration, certains réglages réseau même, ça peut être assez complet un container. Et au lieu de vous donner simplement mon petit binaire, je vous passe un container et vous réexécutez le container sur vos machines de production et en principe tout roule et c'est le meilleur de monde. Les développeurs ont adopté les containers extrêmement rapidement parce que ça permet de se créer un environnement sur son laptop qui sera quasiment le même que celui en production, en test et les autres. Alors un container, vous allez me dire, oui, mais ce qu'il raconte là, ça ressemble très fort à une machine virtuelle et c'est vrai, c'est les mêmes concepts, c'est juste le niveau d'isolation entre les environnements qui est un peu moins élevé. Dans une machine virtuelle, on a l'entièreté du système d'exploitation qui fonctionne. Donc si je prends un VMware Desktop par exemple sur mon laptop et que je fais tourner un Linux dedans, c'est tout le Linux, c'est vraiment le matériel qui est émulé et donc c'est l'ensemble du système d'exploitation qui fonctionne, ce qui consomme pas mal de ressources. Un container ne fait pas ça. Un container partage le kernel du host sur lequel il tourne et met juste une barrière d'isolation sur les processus de manière à ce qu'un process qui tourne dans un container, il est un peu comme en prison, il voit que les quatre murs autour de lui, il voit que les autres process qui tournent dans le même container et les fichiers que le container veut bien lui exposer, mais il voit pas tout ce qui se passe en dehors. Alors il y a plein de techniques pour faire des containers, il y a des techniques, c'est assez vieux là, le concept des containers, il y avait ça sur les systèmes Unix, IBM il y a de longues années, sur mainframe ça portait un autre nom, j'ai oublié, mais il y a un système équivalent. Il y a les jails sous BSD, et ceux qui ont été portés sous Linux qui existent, mais tout ça c'était assez difficile à mettre en place, faire des containers, de l'isolation de process, ce qu'on appelait du change root de file system pour faire croire à un process que son file system il commence à tel endroit dans tel directory et qu'il ne voit pas tout ce qui est en dehors de cette directory. Tout ça, ça demandait quand même pas mal de configuration. Et tadam, il y a une dizaine d'années est arrivé Docker. Marc, dis-moi si je suis trop long. Non, vas-y. Non, c'est bon, c'est très bien. Moi, j'ai viré 2 lignes de code dans le script, donc ça devrait aller après. C'est bon, moi je suis tranquille. Et donc, Docker, c'est une solution open source développée par une société commerciale qui vend également des licences, qui permet de créer très facilement des containers. Ils ont inventé un format de fichier qui décrit ce qu'il y a dans le container, donc pour pouvoir créer un container à partir d'un fichier texte qui décrit ce qu'il faut mettre dedans. Ils ont lancé, il y a une ligne de commande qui permet d'instancier un container, de l'arrêter, d'avoir la liste de containers qui tournent sur sa machine, etc. Et puis à partir de ça, il y a toute une industrie qui s'est mise en place avec des choses extrêmement compliquées. Je vais nommer Kubernetes, on ne peut pas parler de containers sans parler d'orchestration de containers, mais ce n'est pas... Oui, voilà, c'est mon comment on appelle ça, mon bingo, j'ai deux mots à caser. Donc Docker, c'est le système le plus populaire. Ils disent des dizaines de millions de développeurs, ils disent que 55% des développeurs utilisent Docker, de tous les développeurs dans le monde, 55%, et je veux bien les croire parce que vraiment beaucoup de monde utilise Docker. Et Docker était gratuit, en tout cas pour un usage personnel, et surtout un outil qui s'appelle Docker
Docker Desktop qui permet en un seul download d'installer sur Windows, sur Linux ou sur Mac un package qui contient la ligne de commande, le moteur de runtime, une petite interface graphique sympa pour que ça soit pas trop compliqué à utiliser. Et du jour au lendemain, sans prévenir personne, Docker dit oui, mais dites non, finalement, on va changer notre système de licence et vous allez devoir commencer à payer un prix par mois, ce que les entreprises, les grandes entreprises faisaient déjà, ceux qui utilisent en production souvent, ils payaient l'abonnement. Mais là, ça va devenir obligatoire pour toutes les entreprises de plus de 250 employés. Donc, Docker Desktop reste gratuit si vous êtes un étudiant, si vous êtes un développeur personnel ou une petite entreprise de moins de 250 employés. Mais si vous avez plus de 250 employés ou plus de 10 millions de revenus annuels, vous allez commencer à devoir payer pour Docker Desktop. Et ça me pose la question, la news est passée, tout le monde l'a relayée, mais j'ai vu personne, peut-être j'ai mal cherché, mais j'ai vu personne se scandaliser que du jour au lendemain, il n'y a même pas un délai de préavis, on ne parle pas de dans 2 mois, ceci, c'est du jour au lendemain, il y a des milliers et des milliers de gens, et notamment la boîte pour laquelle moi je travaille, on n'a pas encore reçu de guidance, mais je suis certain que je vais recevoir très bientôt un mail qui me dit vous n'utilisez plus Docker, à moins qu'il négocie au niveau groupe l'utilisation de Docker, mais du jour au lendemain, on se retrouve en porte-à-faux par rapport à une licence, parce qu'on n'a pas eu le temps pour se prévenir. Et puis en général, il y a les ayatollahs de l'open source. Si c'est un GAFA qui fait ça, il y a les gens de la GNU et de la Free Software Foundation qui viennent très vite dire oh, vous voyez les GAFA ils mettent des trucs gratuits en open source et c'est pas vraiment de l'open source, c'est payant après, etc. Et là non, c'est passé comme une lettre à la poste. C'est peut-être la lassitude de la fin du mois d'août, les incendies de forêt et les inondations, les gens regardent ailleurs et Docker fait ça pendant ce temps-là, mais j'étais assez surpris de voir très très peu de réactions. Donc là aussi, si vous avez des réactions par rapport au changement de licence de Docker, dites-le nous dans les commentaires du podcast. Je ne sais pas si David a une opinion par rapport à ce changement de politique tarifaire. En tout cas, c'est pas nouveau que des tarifs changent ou évoluent, ou que des choses qui étaient gratuites pour un certain nombre de personnes deviennent payantes pour après une limite, machin, enfin, comme même cas de figure qu'ici. Donc, je sais pas, David, t'as une idée ou enfin une opinion sans avertissement, c'est pas très sympa. Ça s'est déjà vu pas mal de fois que des outils qui étaient gratuits, on a dit voilà, à partir de telle date, ça sera plus gratuit, ça sera autant. Et bon, les gens n'étaient pas très contents, mais sans préavis, je trouve ça petit. Petit, c'est le. Oui, c'est vrai que enfin oui, c'est vrai. C'est ça en fait le problème, c'est sans préavis. C'est ça le point le plus choquant. Oui, moi, oui, parce que si à partir du moment où c'est quand même un outil dont les gens se servent et on trouve qu'il est bien, qu'il est bon, qu'il fonctionne bien, etc. Il est assez normal à un moment donné que, enfin, tout travail mérite salaire et que des gens soient rétribués pour ce travail. D'autant plus, comme tu le disais, qu'il reste gratuit. Pour des structures et les petites entreprises de moins de 250 personnes, ce qui est quand même déjà... C'est déjà des grandes entreprises. C'est des grosses PME. Donc voilà, je sais pas. N'hésitez pas à nous dire en commentaire. Oui. Je pense que c'est pour ça que ça n'a pas... oui, c'est que ça choque pas plus de monde que ça, parce qu'en fait, les petits développeurs, ils sont pas seuls et... Ouais. Et les petites sociétés, même les moyennes sociétés, même les relativement grosses sociétés, parce qu'une société de 100 employés, c'est pas une petite société. Oui. Donc voilà, je pense que c'est pour ça qu'on n'en parle pas plus que ça. Je pense que les sociétés qui sont impactées ont les moyens. Et donc ça glisse un peu, quoi. Parce que quand on parle de tarifs, on parle de quoi exactement, pour être tout à fait certain de quelle marge on parle? Un tarif public, ceux qui sont affichés sur leur site web. Ils ont 3 licences, Pro, Team et Business. Ça commence à $5 par mois, par utilisateur et par mois, jusqu'à $21 par utilisateur et par mois. Okay. Mais bon, ça, ce sont les tarifs publics. Après, ça se négocie. Après, tout se négocie. Ouais, je pense, parce qu'au-delà de 250 employés, tous les mois sortir 5 fois 250 et des mois, ça fait développeurs, hein. En général, c'est pas les employés. Et c'est des développeurs. Oui, donc voilà, c'est pas. Moi, je pense que c'est vraiment pas. C'est un défraiement, quoi.
C'est vrai. Ça dépend de la taille de la société. Je peux te donner quelques exemples où ça va chiffrer en millions, si on doit appliquer ça à la lettre. C'est clair. Et c'est surtout un problème de process aussi. Faire l'inventaire de qui utilise quoi dans des très grosses sociétés, et puis faire passer le message que vous pouvez plus utiliser, ou négocier un contrat global avec Docker. Tout ça, ça va prendre du temps, et on aurait eu besoin de quelques semaines, voire quelques mois de préalable. Oui, c'est ça, de pouvoir rebondir éventuellement. Ok, bon, bah écoutez, je croise les doigts pour la suite de ce podcast. Serait-ce un G? mais ceci étant dit, ceux qui nous écoutent en podcast, ils s'en fichent un peu, hein, c'est chaque fois le même son de toute façon, donc c'est vraiment pour nous, pour être sûr que tout se passe correctement. Je croise les doigts, j'espère que la modification que j'ai faite pendant ton explication, qui était très intéressante, je l'ai écouté d'une oreille, j'espère que ça va porter ses fruits. Attention, 3, 2, 1, go.